Bonjour et bienvenue pour ce page à page consacré à l'omnibus L'Homme-Chose, Man-Thing, avec cette superbe couverture. Elle est sublimissime. Ce personnage, on le voit depuis toujours dans les comics Marvel. Vous nous aurez noté qu'il ressemble un petit peu au Swamp Thing. Alors, qui de la poule ou de l'œuf eh bien, a créé ce personnage, puisque c'est vrai qu'il y a quand même une histoire de marée, une histoire de nature et des histoires horrifiques associées à ce personnage. Ce que je peux vous dire, c'est que ce personnage est apparu dans un très grand nombre d'épisodes, d'où la taille de cet omnibus, et que ce personnage a également fait une apparition sur Disney+, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Nous allons parcourir cet album, cet omnibus, sorti en 2023, quand on n'avait pas eu le temps de chroniquer et de regarder ensemble. Je ne sais pas si vous avez, je sais pas si vous avez, eh bien, lu, acheté, découvert. Je sais que certains omnibus, comme les omnibus Dracula, remportent un vrai succès. Je sais qu'il y a un intérêt vraiment particulier pour les Marvel, les monstres Marvel, et je sais que le personnage de Man-Thing est super culte et super populaire. Donc du coup, eh bien, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que c'est un omnibus qui vous a plu? Est-ce que ça vous a attiré? Et est-ce que vous l'avez acheté depuis sa sortie? Eh bien, à vous de me le dire dans les commentaires. Alors, le menu, il est là. Énormément d'auteurs. Je les citerai au fur et à mesure et j'espère qu'ils seront tous cités. Le premier épisode, c'est Man-Thing Tales, numéro 1 de 1971. Après, il y aura Terreur sur les Everglades. Donc là, on est sur Jerry Conway et Roy Thomas avec des dessins de Gray Morrow. On est en noir et blanc et donc nous découvrons l'homme-chose, créature du marais. Le dessin est hyper élégant, hyper 70s et c'est vrai que ça dénote vraiment avec ce que vous pouvez proposer Marvel, mais il y a un vrai talent, il y a un vrai talent de dessinateur et de storyteller dans ces pages. Et on est dans du comics horrifique tel qu'on l'imagine. On attaque avec ensuite Khazar et une apparition du personnage, certainement. C'est Roy Thomas, toujours au scénario, et Monsieur John Buscema. Je n'ai jamais su si on disait Bushma ou Buscema. Mais voilà, j'aime beaucoup cet auteur. Et alors là, on est vraiment dans tout ce que les années 70 ont pu nous proposer de génialissime, avec cette apparition du personnage et ce featuring du personnage de Khazar que vous connaissez donc certainement. Hop, voilà. Donc là, on a droit à une partie un peu flashback. Je découvre et redécouvre avec vous l'opposition incroyable entre Khazar et le Man-Thing ne fait que commencer. Donc Khazar avait sa propre série. Alors en fait, c'était Astonishing Tales. Hein, c'était la série Astonishing Tales featuring Khazar. C'est vrai que pendant longtemps, les séries ont eu des noms comme ça. Et que le titre du héros n'apparaissait qu'en sous-titre. Mais bon, même s'il apparaissait en énorme. De l'action. Donc là, clairement, tous ces comics, ils ont été retraités hein, parce que c'est pas les couleurs de l'époque. C'est-à-dire que vous savez, les couleurs aux États-Unis, dans les comics, c'était des points, c'était des trames. Et là, on est sur des aplats. Et donc, on voit que là, ça a été refait numériquement. Parce que je pense pas que les couleurs étaient aussi lisses à l'époque. Donc voilà, là, typiquement, le fond, c'est un aplat, quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez étonnant. Là, on est sur Adventure into Fear with the Man-Thing. Donc c'est pareil, c'est un titre, Adventure into Fear, le numéro 10. Donc ce n'est pas un Man-Thing numéro 1. Et donc on découvre eh bien, une histoire de Jerry Conway, légendaire scénariste de Spider-Man, dessiné par Gray Morrow, le même dessinateur que sur le prologue que je vous ai montré tout à l'heure. Et on y découvre alors c'est mieux en noir et blanc, j'ai l'impression, parce que bon déjà ça a été recolorisé. Est-ce qu'il n'y a pas des traits qui ont été bouffés? Et c'est vrai que c'est un dessin où l'ancrage est très important. Couverture de Neil Adams, dessin de Rick Buckler sur un scénario de Steve Gerber. Nous sommes toujours sur les Adventure into Fear Man-Thing. C'est très très joli. Graphiquement, c'est vraiment une époque qui me plaît, voilà, tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui me plaît.
Et c'est vrai que cette appétence et ce travail sur les comics horrifiques et les comics différents. Donc, alors même s'il y a des apparitions de héros que vous connaissez, même si Marvel a toujours un peu tout mélangé pour pouvoir donner un petit peu de visibilité à certains personnages, et ben c'est toujours étonnant de voir le travail réalisé par ces auteurs, et c'est surtout ces comics qui sont absolument géniaux. Jim Starlin au dessin, le légendaire Jim Starlin, avant de créer Thanos, eh ben, il dessinait du Man-Thing pour Marvel Comics. Rendez-vous compte. Le personnage, alors, est assez fascinant physiquement, je dois vous dire. Le personnage est assez étonnant. Donc on change de dessinateur quasiment à chaque numéro. Là, c'est Val Mayerick qui dessine. On dirait Stanley. Alors Stanley ne ressemblait pas à ça dans les années 70, donc ça peut-être pas lui. En tout cas, voilà. Donc toujours ce mélange d'horreur, de charme, et d'aventure, d'action et de cris pour cette créature du marais, ce Man-Thing, mi-homme, mi-créature. Et alors là, qui dessine? Toujours Val Mayerick. Hop, il combat des alligators et des sectes occultes, hein, émanation du Ku Klux Klan. Il y a des magiciens, il y a de l'action, il y a des barbares. Donc voilà, un méli-mélo de choses hyper référencées. Toujours ce Man-Thing avec toujours la même équipe aux manettes. Donc, hop. Il est énorme cet omnibus, il est énorme, on va se régaler. Donc là c'est très joli, très joli. Ah ben, c'est un peu, on croirait dans cette couverture de Wolverine de X-Men par Marc Silvestri, vous voyez, on est une belle ref. Hop, toujours les mêmes auteurs aux manettes de ces épisodes, mettant en scène ces apparitions un peu partout, souvent dans les Everglades, hein, parce que c'est quand même, ça reste une créature du marais. Ça, sur le plan que j'adore, hein, que Kirby faisait également. Énorme travail pour cela. Hop, incroyable personnage. Qui dessine là? Parce que c'est toujours, on dirait du Buscema, on dirait, on dirait du Gene Colan presque. Mais c'est pas, c'est toujours Val Mayerick. Hop. L'homme-chose. Donc voilà, on est toujours sur la même équipe, avec ces plans absolument fabuleux de ce personnage qui peut être à la fois doux, poétique, mais aussi brûlant, violent, et qui surtout défend les causes qui lui semblent justes, comme beaucoup de super-héros, même si on n'est pas sur du super-héros, bien entendu. Alors, Man-Thing, il traverse un peu les époques, hein, parce qu'il y a des barbares, il y a des avions, il y a des... Et donc là, nous allons une nouvelle fois le voir transposer. Alors, je ne suis pas le plus grand expert, hein. Je découvre beaucoup de choses avec vous. Moi, je trouve ça à la fois... d'un côté, je trouve ça courageux de la part de Panini de sortir ce type d'omnibus. Je trouve ça nécessaire, parce que ces épisodes, sinon, on ne les aurait jamais vus, on les aurait jamais eus. Et puis, je pense que, et j'en suis même persuadé, que ça touche un véritable... enfin, ça touche beaucoup de monde, en fait, parce que d'abord, il y a des gens qui ont connu ces époques, beaucoup de gens, même moi, j'étais pas né, visiblement. 1974, non, j'étais pas né, Man-Thing numéro 2. Donc ça, c'est la série principale Man-Thing, hein. Il a eu droit, au bout d'un moment, visiblement, à sa série, par les mêmes auteurs. Après, voilà, donc en 1974, d'abord, je suis pas né, donc je peux pas avoir connu. Deux, je suis pas sûr qu'on ait eu une parution très assidue et complète et intégrale et non censurée de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'épisodes qui ne sont jamais sortis. Donc, bon, c'est des omnibus que Marvel sort aux États-Unis, hein. Panini les importe, les transpose, les traduit et les édite, bien sûr. Mais quand on connaît le patrimoine des comics et quand on connaît l'importance de toute la valorisation du patrimoine à travers notamment ces omnibus, à travers les omnibus Dracula, à travers les omnibus Marvel Monstres. Il est trop cool ce Zorro du futur là.
Full Killer. Quand on connaît, eh bien le succès des intégrales, les premiers épisodes de toutes les séries cultes que vous connaissez, 4 Fantastiques, Spider-Man et compagnie, ont été tous réédités des dizaines de fois en France, et qu'il y a une vraie appétence pour le public français pour les comics vintage. Et alors c'est très très marrant parce que quand je vois des posts sur des X-Men, quand je vois des posts sur des choses concernant les comics, eh ben, je suis toujours étonné de voir que les gens disent « Ah, moi j'ai arrêté les X-Men à John Byrne, après c'est nul, etc. » Et donc en fait, il y a beaucoup de gens qui sont restés figés à une époque, qui ne lisent plus de comics modernes. Et quand je parle de moderne, c'est à partir des années 80. Et donc on se rend vraiment compte qu'il y a énormément de gens qui achètent essentiellement des vieux comics, et c'est un vrai pan de la population. C'est un peu comme en musique, comme les gens qui disent ah ben moi j'écoute de la musique des années 70, 80, 90 et après il n'y a que de la merde. Voilà, on est sur le même truc. Là on est sur Monster Unleashed de Bob Larkin, donc on est sur un one shot de Tony Isabella avec Vicente Alcázar au dessin. On repart sur du noir et blanc, c'est absolument magnifique. Là, regardez ce drapé, regardez ce dos magnifique. J'aime l'idée que Marvel nous proposait des choses comme ça. Donc ça, c'est seulement le segment consacré à Man-Thing, visiblement. Numéro 5 de Man-Thing, couverture et dessin de Monsieur Mike Ploog. Des plans exceptionnels. Non, mais voilà, je pense que je n'aurais jamais découvert ces épisodes sans cet omnibus, clairement. Et moi qui suis très très fan des artistes, et ben, je me rends compte qu'il y a des choses étonnantes. Encore Mike Ploog au dessin. À la vidéo, elle va durer 50 minutes, tellement il y a de pages. Ah, dans ce bouquin, il faut que j'arrête de parler, il faut que j'avance. C'est tout simplement incroyable de voir ça. Donc voilà, donc je suis à la fois curieux, fasciné, et je me pose plein de questions, comme vous pouvez le voir, sur les conquistadors contre Man-Thing, parce que c'est, vous vous rendez compte, le nombre de pages de comics différentes, d'histoires différentes, de récits que Marvel a pu produire dans les années 70, et sans qu'on le sache forcément, parce que est-ce que les kids d'aujourd'hui, est-ce que les millennials, ça fait vieux con de dire ça, hein. Ça fait boomer, non mais ils connaissent ça. Alors est-ce que ça pourrait plaire à... Alors moi je suis un lecteur depuis les années 80. Je suis très ouvert à énormément de choses. Est-ce que ces comics, est-ce qu'ils pourraient toucher un public, je sais pas, de quelqu'un qui a une vingtaine d'années? Dites-le moi si vous regardez ces vidéos, ça m'intéresse. Petite étude sociologique, parce que ça m'intéresse de savoir, eh bien, ce qui se passe un petit peu quoi, dans le comportement d'achat, parce que c'est des omnibus qui coûtent un certain prix, mais ça reste des trésors de la BD, et il n'y a pas d'âge pour découvrir l'incroyable patrimoine et l'incroyable richesse des comics que nous lisons, quoi. Donc Mike Ploog, il avait un dessin super. Je ne sais pas s'il est toujours de ce monde, Mike Ploog, mais il y a à la fois un côté cartoony et hyper maîtrisé. Voilà. John Buscema au dessin, yes, le Giant Size Man-Thing. John Buscema, le légendaire. Regardez comme c'est beau ça. John Buscema fait partie de ces dessinateurs fabuleux. Je vous avais raconté que quand la série Wolverine a été lancée par Chris Claremont et John Buscema, donc qui paraissait en version intégrale, en version française, moi qui à l'époque ne jurais que par le dessin de Marc Silvestri et Jim Lee et Wells Portaccio et McFarlane, et que j'étais vraiment dans cette mouvance-là. Je les adore toujours, hein, mais c'est juste qu'aujourd'hui j'ai ouvert mes chakras et que j'aime bien plein de choses différentes. Et ben John Buscema, c'était vraiment un auteur qui pour moi était un peu old school et un peu vieillot. J'étais presque déçu de ces Wolverine. Et quand je les regarde aujourd'hui, je trouve ça tellement magnifique, avec le borgne et tout, Patch là, qui va revenir dans le film Deadpool Wolverine. Je trouve ça hyper étonnant. Magnifique dessin en noir et blanc. Il n'y a pas les crédits. Je ne vois pas les auteurs. Ah oui, donc c'est un mélange de dessin et de narration. Il n'y a pas les auteurs, c'est étonnant. Bon, ok.
Ok, donc on arrive sur l'épisode numéro 11, toujours dessiné par l'incroyable Mike Ploog. Quel nom génial, quelle classe de s'appeler Mike Ploog. Nous on a des noms, des noms français, nous on s'appelle pas Mike Ploog. Est-ce que c'est son vrai nom, je ne sais pas, mais en tout cas ça claque. Une petite scène de Bayou qui fait plaisir. Ça, une double page du plus bel effet. Une narration incroyable. Jill Kane à la couverture, messieurs, dames. John Buscema au dessin. Toujours le fantastique, légendaire, incroyable John Buscema dont on vient de louer le talent et le travail. Alfredo Alcala au dessin. Alors Alfredo Alcala, c'est dessinateur de légende, encreur de légende, qui a travaillé beaucoup sur du Conan et qui vraiment arrivait à magnifier les pages. Et ben, au niveau dessin, il avait ce classicisme incroyable et c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, les poses, les anatomies, c'est exceptionnel. Ce dessinateur devrait être dans le Hall of Fame des dessinateurs de bande dessinée parce que vraiment il est au-dessus du lot, il est merveilleux, il est incroyable. C'est fabuleux ce qu'il fait. Man-Thing numéro 15, on arrive au numéro 15 avec des couleurs de Glynis Oliver. J'ai l'impression qu'il a toujours été là. C'est Rico Rival. Alors, qui est Rico Rival? Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ce nom. Rico Rival, mais qui a un petit côté Mike Ploog et qui, évidemment, masterise tous les codes de l'horreur. Ça, c'est vraiment très, très beau. Jill Kane à la couverture. John Buscema et Tom Palmer. Tom Palmer aussi, qui nous a quittés il y a pas si longtemps. Fabuleux encreur, Tom Palmer, qui savait magnifier les pages et qui savait... que serait un bon comics sans quelques nazis à combattre, évidemment. Hannigan et Wilson au dessin, donc toujours Steve Gerber ça c'est très moderne, très moderne, c'est incroyablement moderne. Une des particularités de l'évolution de ce dessin, c'est que quand on commence à tirer vers les années 80, souvent les cases sont un peu plus grandes avec Alors, Jack Kirby l'avait fait, hein, les grandes cases, hein, et ça n'a pas été inventé, mais on a de plus en plus de ces grandes cases comme ça, avec... alors, il y a toujours plein de petites cases pour faire avancer l'histoire, mais il y a toujours... voilà, les visages prennent de la place. Là, on est clairement dans la deuxième partie des années 70, et ça se sent. Jim Mooney au dessin, et voilà, des choses comme ça, plus grandes. Voilà, on dirait un peu du Gene Colan, on dirait un petit peu du Kirby. Kirby aussi, dans les années 70, évidemment, a fait grandir son dessin. Moi, je pense que Kirby, c'est la meilleure période des années 70. C'est tout ce qu'il a produit de meilleur, c'est pendant les années 70, clairement. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. J'ai fait plus de la moitié. Hein. Il est énorme, cet omnibus. Il est gigantesque. Il est gigantesque. Jill Kane. Hop. C'est Jill Kane au dessin? Non. Couverture. Non, là, c'est Ed Hannigan. Eh ben, donc, alors, ça, c'est une grande tradition Marvel depuis toujours. On change le dessinateur tous les 4 numéros, même tous les 2 numéros, mais il y a quand même une unité graphique. C'est-à-dire qu'il faut dessiner, à la façon d'eux. Et puis donc, il y a un style Marvel, quoi. Donc, il y a le style Marvel des années 70, 80, 90. Il fallait dessiner comme tel ou tel dessinateur. Après, il y en a certains qui sortent du lot. Dans les années 90, il fallait essayer de dessiner comme Jim Lee. Dans les années... Enfin voilà, il y a eu à toutes les époques. Là, en ce moment, quand on regarde les comics Marvel, notamment les comics X-Men, il y a plein de dessinateurs qui travaillent dessus. Ils ont tous un style différent, mais il y a une base commune, parce qu'on leur demande de dessiner comme ça, et que c'est le trait du moment. Jim Mooney au dessin. Hop, on va avancer un petit peu. Hop. L'homme-thing, Jim Mooney au dessin, Man-Thing. Ouais, le dessin a pris plus de corps, vous voyez. On est sur des cases plus grandes. On est sur il y a plus de respiration. Non, très belle, très belle. Ah, avec un crossover avec Hulk, Bernie Wrightson à la couverture. Excusez du peu. Sal Buscema au dessin. Donc là, on est sur du Hulk, hein, années 70.
en veux-tu, en voilà. Avec ces crossovers un peu obligatoires qu'on voit tout le temps chez Marvel. Jill Kane à la couverture, toujours ça le beau schéma. Len Wayne au... Est-ce que c'est pas à la même époque où Wolverine a été créé, ça avec Len Wayne dans les pages de Hulk. Faudrait que je regarde ça, je ne suis pas assez expert. Alors, on va arriver sur un Rampaging Hulk de Jim Starlin, la couverture, et à l'intérieur des dessins de Jim Starlin sur un scénario de Gerber avec une autre rencontre a priori, donc toujours ces pages en noir et blanc de one-shot prestigieux et assez incroyable. Jim Starlin. Alors, où est Man-Thing? Ah voilà, le voilà. Voilà, là on a un team-up de couverture de John Byrne, excusez du peu, avec Spider-Man. Oh, ce Spider-Man est magnifique. Qui l'a dessiné? C'est Monsieur John Byrne. Eh ben, il fallait un peu de John Byrne, évidemment. C'était bien. Qu'est-ce que de toute façon John Byrne, c'est toujours bien. Mais sur Spider-Man, c'est bien ce qu'il a fait. Qu'est-ce que c'est bien John Byrne, mon Dieu. Rendez-nous John Byrne. Hop, là, un crossover avec Thing, dessiné par John Byrne et ses amis. Alors, je ne sais pas, ça m'énervait quand ils mettaient ça dans les crédits parce qu'on ne savait pas qui dessinait. Et moi, j'ai toujours été très attaché à qui dessine, à qui fait quoi dans les comics, parce que ça va. J'ai toujours bien aimé mettre un nom sur les dessins que je voyais. On revient sur la série principale. Un nouveau Man-Thing numéro 1 en 1979. Et donc, avec Jim Mooney au dessin et au scénario, c'est Michael Fleischer. Je ne sais pas qui c'est. Donc, nouveau Man-Thing, nouvelle chance. Il a eu plein de fois sa série. Je me souviens, dans les années 90, Marvel avait lancé une espèce de mode de faire de revenir. Il y avait le Werewolf by Night de Leonardo Manco. Il y avait eu Man-Thing. Je me demande si c'était pas Liam Sharp. Il y avait eu plein de dessinateurs, 3-4 séries comme ça, qui étaient apparues, et le label, le sous-label, n'avait pas forcément perduré. C'était plus un revival, pour faire plaisir, et puis pour exploiter les personnages, parce que vous savez qu'aux États-Unis, pour prouver qu'un personnage vous appartient, il faut l'exploiter. C'est-à-dire que si vous ne publiez pas régulièrement et si vous n'exploitez pas régulièrement quelque chose, quelqu'un peut en revendiquer la paternité. Alors aujourd'hui, je vous déconseille de vous attaquer à Disney pour essayer de revendiquer la paternité du Docteur Strange. Gene Colan, la légende. Moi, Gene Colan, ça a toujours été celui qui pour moi est au-dessus, quoi. Gene Colan, il était trop doué pour pour dessiner des super-héros, quoi. C'est un mec, il aurait dû, je sais pas, il aurait dû faire, je sais pas, des CBD, enfin Gene Colan, quand on le voit sur Dracula, quand on le voit partout dans tout ce qu'il fait, sur Captain America, sur ses héroïnes, enfin ces personnages féminins sont sexy comme le sont les pin-up des années 50 et 60, et il y a il y a un amour du dessin, un amour des formes, un amour des personnages. C'est exceptionnel, ce dessinateur. Gene Colan, mon Dieu. Alors là, on est sur Man-Thing numéro 7 par Chris Claremont et Don Perlin et Bob Viacek. Bob Viacek, qui a dû travailler sur 7000 comics chez Marvel. Hop, du Chris Claremont. Voilà, donc si c'est du Chris Claremont, ça veut dire qu'on arrive donc à la fin des années 70, parce que c'est vraiment l'avènement de Chris Claremont. Hop, hop. Voilà, donc grande tradition, j'avance un petit peu. Grande tradition, là on a sur Larry Hama au dessin. Alors Larry Hama au dessin, c'est vrai que je l'ai peu connu moi. C'est très très bien Larry Hama au dessin. Larry Hama, je le connais comme scénariste évidemment de Wolverine et de G.I. Joe, mais il a dessiné du G.I. Joe, hein, et c'est vraiment un dessinateur qui a été partout tout le temps. Ben, ça nous fait un bel omnibus, on arrive à la fin. Oh, ça c'est chouette. C'est chouette les yeux comme ça là. C'est incroyable, on dirait du... J'adore cette page, j'adore. Qui fait ça? On est toujours sur du Larry Hama. Je vais revenir un peu en arrière. C'est magnifique. J'ai voulu aller vite, vous voyez. On est sur du Don Perlin et Bob Viacek.
Et là, cet épisode, c'est le retour de Val Mayerick, avec couverture de Bob Jacek, avec un Man-Thing numéro 11. Bon, ben, et je pense que des épisodes, il y en a beaucoup, mais je pense qu'il n'y a pas tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas marqué volume 1 sur le... Non, il n'y a pas marqué volume 1. En tout cas, parce que des apparitions après les années 70, il y en a eu, et puis des séries, il y en a eu encore. Donc il n'y a pas tout. Il n'y aura jamais tout hein, dans les omnibus, hein, ce n'est pas des intégrales. Il faut faire des choix. Mais clairement, il se passe quelque chose. Voilà, le Man-Thing, l'homme-chose omnibus est disponible partout. Où vous trouverez des bons comics. Et il y a plein d'auteurs de talent, Mike Ploog, John Buscema, James Starlin, Chris Claremont, Larry Hama, qui nous a prouvé qu'il était doué. Un bel omnibus à découvrir si vous le souhaitez. J'espère que ces pages vous auront guidé. Salut!